Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de cette saga du permis où on vous apprend la technique, la pratique de tout ce qu'il faut savoir pour réussir son permis moto. Voilà, on a vu le plateau, on sait maîtriser la moto à allure lente, on sait freiner, on connaît l'évitement, on sait la maîtriser également en duo. Bref, on a vu également l'examen blanc. Maintenant, il est temps de sortir du nid parce que oui, sur le plateau, sur une piste privée, eh bien, vous êtes tranquille, vous êtes protégé des autres et de la circulation. Mais par contre, eh ben, c'est pas ça la moto. La moto, c'est vraiment être dans le flux de la circulation, prendre un rond-point, s'attendre à une portière qui s'ouvre, avoir les autres usagers, y compris les autres motards et les autres deux roues sur la route, et puis tous ceux qui ne respectent pas le code de la route. Ça, il faut s'y préparer. C'est l'importance de la circulation, et c'est après ces heures de circulation que vous serez enfin capable de passer le dernier examen, l'examen de circulation qui en théorie est un peu plus facile que le lent, mais qui est devenu un petit peu plus compliqué désormais avec ce nouveau permis moto parce qu'il est un peu plus long, et plus il est long, plus il y a des possibilités de faire des erreurs entre une priorité oubliée, voire un feu rouge limite grillé, et oui, sous le stress aussi ça peut arriver. Bref, on va vous expliquer toute la théorie et ce qu'il faut savoir avant sa première heure de circulation. Et puis j'imagine que puisque vous nous suivez depuis le premier épisode de cette saga permis, vous vous demandez est-ce que Antia a enfin réussi son examen? Eh bien oui. J'ai mon plateau! Et donc maintenant que le plateau c'est fini, on va repartir en circulation. Ok, très bien. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, on va faire quelques rappels, on va dire basiques de code, certaines spécificités vraiment propres aux deux roues, et on va travailler toute la partie environnementale, gestion des contrôles, parce que souvent, quand on a le permis depuis un certain temps, les contrôles environnementaux, ça passe à la trappe, donc on va essayer de recadrer ça. On va partir sur des notions qui sont, somme toute, très basiques au début, et on va monter en difficulté jusqu'à être... D'accord? Nous sommes d'accord que la chaussée est l'ensemble des deux voies. Je vais vous parler de placement dans les voies, placement sur les chaussées, qu'on soit d'accord là-dessus. Naturellement, si vous allez en ligne droite avec votre deux roues, vous auriez tendance à vous placer à gauche dans votre voie, au centre dans votre voie ou à droite dans votre voie, en marche normale pour aller tout droit. Il faut être au centre. Au centre? Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui, c'est une bonne idée. Si vous êtes au centre comme n'importe quel véhicule, si un véhicule a besoin de vous dépasser, il va être obligé d'enclencher une phase de dépassement complète comme pour n'importe quel type de véhicule. D'accord? Donc c'est important de s'imposer et de prendre son espace. On coupe virtuellement notre voie de circulation en 3 tiers. D'accord? Tiers gauche, tiers central, tiers droit. Le positionnement de votre deux roues dans ces tiers est une confirmation de vos attentions de changement de trajectoire. D'accord? On va voir, il y aura contrôle, clignotant. Et une fois que c'est fait, pour aller à gauche, tiers gauche, pour aller à droite, tiers droite. D'accord? Donc si je vais tout droit, tiers central. Et j'ai rien à faire nulle part ailleurs que dans le tiers central. Votre deux roues. D'accord? Votre corps, physiquement, rétro droit, rétro gauche. Dans le meilleur des cas, même en étant à l'arrêt, en étant bien reposé, vous ne verrez jamais à plus de 180 degrés devant vous. Dans ces 180, vous avez la vision directe et la vision périphérique. D'accord? La vision périphérique est une vision qui est basée principalement sur le mouvement. Ça veut dire que si vous avez un gamin de 6 ans là, en attente d'un passage piéton qui est immobile, vous ne le verrez pas tant qu'il ne se met pas en mouvement. D'accord? Vous avez tous le permis B, on vous a tous appris à observer en tournant la tête pour aller chercher les éléments de votre vision centrale. D'accord? Qui est la vision de précision. Du coup, on vous a placé un certain nombre de miroirs, appelés rétroviseurs, pour couvrir l'arrière de votre véhicule sans avoir besoin de se dévisser le cou à chaque fois qu'il faut prendre une information. Rétroviseur droit va couvrir à peu près, s'il est bien réglé, de l'arrière de votre véhicule à ici. Rétroviseur gauche de l'arrière de votre véhicule à peu près ici. Est-ce que vous voyez une zone sur l'arrière qui n'est pas couverte par vos rétroviseurs? On va à droite et on va à gauche. Là. Ouais. Et là?
Magnifique, c'est ce qu'on appelle les angles morts. Bon, ça va, vous avez des bons restes. Un angle mort, définition, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui n'est pas couvert ni par votre vision directe à l'avant, ni par vos rétroviseurs. En 2 roues, en voiture, entre 2 et 3 en fonction des véhicules. Certains véhicules, comme les poids lourds par exemple, dans certaines configurations, peuvent en avoir jusqu'à 9 voire 11. 11 endroits où on ne vous voit pas. 11 angles morts. C'est compliqué un camion. Donc faites gaffe d'ailleurs au camion, ne vous collez pas trop près derrière. Un angle mort, quand il doit être contrôlé, alors en voiture comme en moto, c'est le menton à l'épaule. D'accord? Si c'est pas un menton à l'épaule, c'est pas un contrôle d'angle mort, c'est un spasme. D'accord? Le problème, c'est que vous l'avez vu sur le plateau, si je fais ça et que je m'endors sur mon mouvement, je vais avoir tendance à tout de suite amener mon mouvement car le regard est directeur. Donc il va falloir être très rapide dans vos contrôles. Regard de trajectoire, rétro, angle mort, et je reviens devant automatiquement. D'accord? Si vous commencez à me faire... Ouais, c'est bon, il n'y a personne. Entre temps, vous êtes parti faire un tour dans les champs. Attention, dans votre angle mort, vous devez vraiment détacher la partie supérieure de votre corps de votre tête. Il y a des gens qui, quand ils font leur angle mort, ont tendance à faire ça. Le problème, c'est que si vous tournez les épaules, automatiquement, vous changez votre centre de gravité. Et forcément, vous allez embarquer votre mouvement. Les épaules restent parfaitement dans l'axe, et c'est vraiment juste la tête qui va chercher le mouvement. D'accord? Toutes les 8 à 10 secondes, on va dire, je veux que vous me fassiez un contrôle rétro-gauche, rétro-droit. D'accord? Le but est de toujours avoir un minimum d'informations sur ce qui se passe immédiatement derrière vous. D'accord? Le danger principal viendra soit des latéraux, soit de l'arrière. Si c'est bien fait, vous devez potentiellement pouvoir déclencher un freinage d'urgence quasiment à n'importe quel moment parce que vous savez ce qui se passe derrière vous en permanence. D'accord? Clair pour tout le monde? Un grand bruit de la tête si c'est clair? Ok. Allez-y. Allez, on prend l'information. Rétro-gauche, rétro-droit. Avec un mouvement de tête équivalent, souvenez-vous de la vision binoculaire dont on parlait tout à l'heure. Rétro-gauche, rétro-droit. Voilà. Et c'est à peu près cette rythmique qu'il faut que vous me suiviez. Et au prochain rond-point, nous irons à gauche. J'ai bien dit à gauche. Allez, du coup, avant de mettre le clignotant, rétro, angle mort, clignot. Et je veux voir proprement les mouvements faits. Vas-y Antia. Pas mal le freinage. Ok. Par contre, impératif avant un freinage comme ça, Antia, je veux un contrôle rétro. Hein. Tu dois confirmer ce qui se passe derrière toi avant de ralentir. Hein. Parce que là, si le mec te colle, tu vas avoir des problèmes. Allez, on n'oublie pas la régularité dans les contrôles arrière. Rétro gauche, rétro droit. Prenez l'information, soyez curieux. Pour bien rouler, c'est tout con, hein, mais pour bien rouler, roulez parano. D'accord? Partez du principe que tout le monde autour de vous essaie de vous faire la peau. Plus vous serez parano, plus vous durerez dans la longueur. Systématiquement, à partir du moment où, par exemple, j'ai décidé de tourner à gauche, premier mouvement, je viens placer rétro, gauche, plus angle mort, gauche. D'accord? Systématiquement, la base de mes contrôles pour ouvrir de mon axe central vers l'extérieur du côté où je vais aller et prendre mon information. Là, alors je vais l'écrire, je vais vous expliquer après. Si et seulement si j'ai personne dans ma trajectoire, je viens placer mon clignotant. Ces premiers contrôles servent à pouvoir indiquer sans gêner les autres usagers. Je m'explique. Vous êtes en train de rouler, vous n'observez pas votre environnement, vous avez décidé de tourner à gauche un peu plus loin, vous claquez votre clignotant, sans observer. Vous avez à ce moment-là un véhicule qui est en train de vous dépasser ou un autre collègue, un motard, qui est en train de remonter la file. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Le clignotant vient de s'allumer. Elle n'a pas tourné la tête, il n'a pas tourné la tête. Est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a pas vu? Est-ce qu'il va changer de trajectoire tout de suite? Qu'est-ce qu'il va faire? Le gars, il va piler ou faire un écart. Vous le mettez en danger, d'accord? Je suis en train de rouler, rétro, angle mort, j'ai quelqu'un. Pas de souci, j'indique pas. Soit je ralentis un petit peu si besoin pour que le mec finisse de me dépasser. Soit si j'ai la place, je remets un petit coup de dynamisme si j'ai la possibilité pour augmenter les distances de sécurité. Mais je ne le contrains pas, je ne le force pas à réagir à mon mouvement. Une fois qu'il est passé, je contrôle, je clignote, la vie est belle. D'accord? Mais vous ne devez pas imposer vos clignotants aux autres usagers. D'accord? Donc si j'ai personne, seulement je clignote. D'accord? Donc je suis là. Comme je suis un élève bien discipliné qui écoute parfaitement mon instructeur. Rétro, angle mort. Comme il n'y a personne, clignote. D'accord? Alors on va se caler un petit 15 km/h. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui suis derrière, vous pouvez y aller. Un petit 15 km/h gentiment. Quand je vais vous dire gauche, je veux rétro, angle mort, clignot gauche, tiers gauche, droit, angle mort, rétro,
clignotant droit, tiers droit, d'accord, pour s'habituer à faire le mouvement en étant en mouvement. Allez à gauche, rétro, angle mort, clignot, et on se décale tiers gauche. Alors, Vincent, tu dois pas contrôler avant de clignoter, tu as le schmilblick. Remettez-vous au centre. On essaie de prendre un peu plus d'allure quand même, prenez un peu plus d'allure. Si vous êtes trop lent, vous allez avoir du mal à vous stabiliser, d'accord? Supprimez le problème d'équilibre en prenant un peu d'allure. Ok, à droite. Rétro droit, angle mort droit, clignotant droit. Voilà. Vous devez être capable de faire ça sans perdre votre allure, en maintenant l'allure que vous avez actuellement. On se replace au centre. Ok, et on va le faire à gauche. Contrôle, très bien, et tiers gauche. Ok, et on va le faire à droite. Allez, rétro, angle mort, clignot, tiers équivalent. Ok, c'est pas mal. Les angles morts, j'aimerais qu'ils soient un peu plus lointains quand même. Souvenez-vous, tête à 90 degrés. Replacez-vous au centre, clignot et tiers équivalent. Attention Vincent, ton angle mort est pas assez lointain. On se replace au centre et on ira à droite au prochain giratoire, droite la première sortie. Du coup, rétro, angle mort, clignot droit. Allez, allez, attendez pas d'avoir le nez dedans, anticipez un petit peu. Ansia, Vincent. Voilà. La première sortie, toute première. Hein. Toute première, Thierry, celle-là. Hop, à droite, 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 droite. Voilà. Là, on va gérer deux choses en parallèle. Le placement et l'allure. Le placement, c'est pas compliqué. On a parlé tout à l'heure du fait de se positionner dans le tiers équivalent de là où on veut aller. Donc là, en l'occurrence, on va se décaler dans le tiers gauche. Alors se décaler dans le tiers gauche, c'est juste confirmer par son mouvement qu'on va bien aller à gauche. Allez pas vous coller à la ligne centrale avec la moitié du corps qui dépasse à contresens. C'est un décalage de 40-50 cm, vraiment juste pour marquer, voilà, j'ai contrôlé, j'ai clignoté, je me positionne. Et l'allure, alors l'allure, vous avez tous le permis, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'allure, c'est celle qui est nécessaire pour finir là. D'accord? Notion, œil, distance, vitesse, à vous de gérer tranquillement. Au début, n'hésitez pas à ralentir légèrement plus que nécessaire. Si vous avez un doute, il vaut mieux ralentir un peu et redynamiser derrière que arriver trop vite dans la situation. Je vous rappelle que vous êtes sur des véhicules dont la principale capacité est justement de pouvoir redynamiser très rapidement. Donc il faut exploiter cette capacité. D'accord? Et là, une fois que je suis dans mon tiers gauche, je vais monter bien haut, bien droit dans mon intersection avant de tourner. Par contre, avant de tourner, impérativement, et ça là-dessus, je serai intransigeant, je vais vous demander de reconfirmer votre angle mort du côté où vous tournez. D'accord? Pour la bonne et simple raison qu'entre le moment initial où là vous avez contrôlé qu'il n'y avait personne sur votre côté gauche et le moment où là réellement vous changez de trajectoire, il s'est passé un certain temps. D'accord? Vous pouvez avoir un usager qui essaye de se présenter et passer avant. Je prends pour exemple tous les scooters 50 cm3 avec derrière des grosses boîtes avec marqué sushi, pizza, kebab, livraison et j'en passais des meilleurs. Là, les gars, ils peuvent très bien tenter d'arriver comme ça et de vous faire l'intérieur comme ça. Ça se voit assez couramment. D'accord? En recontrôlant l'angle mort, vous allez chercher l'information avant de changer de trajectoire. En plus, en soi, l'angle mort, c'est menton à l'épaule. Donc c'est un mouvement qui est quand même vachement lointain. On vous a dit que pour tourner correctement, il faut regarder là où on va. Et bien, si je veux aller à gauche, je fais angle mort, et j'ai déjà la tête prépositionnée. Je suis allé plus loin que là où je devais aller, avant de repositionner. Donc facile. Le premier facteur à gérer avant de rentrer dans un changement de trajectoire ou une intersection comme ça, c'est l'allure. D'accord? Pour pouvoir faire les choses correctement d'un point de vue trajectoire. Encore une fois, on parle que de la trajectoire pour l'instant. Si je ralentis suffisamment sur un tournant droit, je vais faire en sorte d'arriver comme ça et comme ça, proprement, dans ma voie, tout va bien, je suis bien placé, la vie est belle. Si jamais j'arrive trop rapidement, je vais avoir des chances de faire une trajectoire qui va ressembler plus ou moins à ça. Là, c'est pas compliqué, c'est de la circulation à contresens, d'accord? Alliez ça tout de suite à une forte douleur. Souvent, ça pique un peu. Côté droit, la plupart du temps, vous me faites ça bien, parce que à part en cas d'erreur d'allure, il n'y a pas de comportement trop, transgressif volontaire sur la droite. Si par exemple vous êtes prioritaire et que vous avez un véhicule qui s'arrête pour vous laisser passer, le véhicule va s'arrêter comme ça, de sorte à vous laisser passer, au plus proche de la ligne. D'accord? Celui aussi il est pressé, lui aussi il veut relancer rapidement. Il est dans son droit, il n'a pas dépassé la médian. Par contre là, du coup, j'ai deux véhicules différents au même endroit et au même moment. C'est la définition de Larousse d'un accident, d'accord? Et pour vous en l'occurrence, un vol plané. Pour passer l'intersection à gauche correctement, il faudra faire en sorte de monter bien haut, bien droit dans l'intersection avant d'aller chercher sa propre voie de circulation. L'angle ici du coup va être un peu plus costaud à récupérer, donc il faudra peut-être ralentir davantage, d'accord? Mais si on veut vulgariser le mouvement, nous sommes en France, nous roulons à droite.
Donc pour aller à droite, on doit passer de la voie de droite à la voie de droite. Pour aller à gauche, exactement le même topo. On doit passer de la voie de droite à directement la voie de droite, sans jamais avoir mordu la voie de gauche. Ça, super important, d'accord? On est à gauche, en l'occurrence, on va viser entre notre panneau de sens interdit et notre panneau d'obligation de prendre à droite, d'accord? On monte bien haut, bien droit, histoire de directement prendre la voie de droite, et avant de tourner, bien entendu, angle mort de confirmation, d'accord? Ça aussi, c'est beaucoup trop coupé. Ancia va peut-être sauver l'honneur. Ouais, c'est un peu mieux. Par contre, l'angle mort, souviens-toi, hein, menton à l'épaule, ça doit aller chercher loin l'information. Et au prochain giratoire, on ira tout droit au prochain giratoire. Allez, du coup, on est reparti pour notre phase de contrôle. Ok, il faut qu'elle soit à peu près 2 fois plus rapide, Ancia, d'accord? Trop long sur ta phase de contrôle, ça risque de te faire perdre ta trajectoire. Et une fois qu'on a mis le clignotant gauche, on est censé se placer dans le tiers équivalent. Voilà. Droite au prochain feu et droite pour entrer sur le circuit. Allez, lève les yeux, regarde bien loin là où tu veux aller, Ancia. Voilà. Puis à droite avant le prochain feu et à droite pour entrer sur le circuit Easy Man Run. Donc alors Ancia, tu as déjà ton permis B depuis maintenant 4 ans. Qu'est-ce que tu as appris de plus aujourd'hui par l'heure de cours de code entre guillemets et d'habitude de motard sur la route? Donc le fait de se placer au centre de la voie, mais du coup là j'ai eu des précisions par exemple sur le fait de, lors du changement de direction, se placer dans, disons, le tiers gauche ou le tiers droit. Ce sont des choses qui en voiture sont pas vraiment utilisées énormément, et du coup les rappels sur le fait de bien remonter la voie jusqu'à la ligne médiane avant de tourner par exemple à gauche, c'est important d'avoir des rappels sur ce genre de problématique pour éviter de couper les voies effectivement. Donc voilà, ça m'a permis de replacer un petit peu ce que je savais, par exemple la petite piqûre de rappel sur les panneaux, ça servait un petit peu parce que bon, mon code il a 4 ans, donc c'est pas que j'ai oublié, mais on reconnaît toujours les mêmes panneaux en fait, et parfois on fait plus vraiment attention à ce qui se passe sur la route. Il y a ce côté un petit peu habitude, parfois mauvaise prise en roulant en voiture, et là il faut appréhender la route d'une nouvelle manière avec du coup un 2 roues qui est quand même puissant dans le sens où un SV650 a quand même une capacité d'accélération beaucoup plus importante que celle d'une voiture. Je le vois en comparant quand je conduis en venant de mes cours, c'est vraiment pas la même chose. Mais j'ai trouvé ça très agréable. Et du coup, quel sera ton souvenir de ta première sortie en moto? Alors, disons qu'il y a eu le fait d'être dans la forêt de Meudon, dans gère brume, brouillard, voilà, ça c'était un petit peu particulier, parce qu'il y a ce côté un peu fantomatique, puis après on est arrivé en agglomération, et je pense que l'expérience de la route que j'ai, bon c'est pas non plus... je roule pas tous les jours, mais je pense que l'expérience de la route que j'ai en voiture m'a un petit peu aidé quand même à pas être juste néophyte complètement en moto. Après voilà, il y a les particularités, j'ai eu quelques à-coups à certains moments au niveau de l'accélération parce que je pense que ma main n'était pas bien placée. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudra que je corrige et que j'intègre et... j'ai beaucoup aimé cette première sortie, j'appréhendais un petit peu la circulation parce que là j'ai fait 42 heures de plateau et là c'était vraiment sur la route, la première voiture qui est passée à côté de moi ça m'a fait un peu bizarre, mais du coup le fait de contrôler les rétros tout le temps, voilà, ça remet en place vraiment le fait d'être sur la route, de vivre, de partager la route avec les autres usagers et c'était vraiment très plaisant. Maintenant j'ai hâte d'y retourner. Et puis les conseils par radio de
Romain sur la sécurité, il préconisait d'être parano, c'est-à-dire de surveiller tout le temps. Mais après, je me suis rendu compte que si je surveillais tout le temps, il ne fallait pas que j'y passe trop de temps non plus, parce que j'ai raté des panneaux de fin de limitation de vitesse. Donc voilà, il va falloir que je devienne encore plus observatrice. J'espère l'être un petit peu déjà, parce que je conduis une voiture, mais vraiment chercher tous les détails, les infos, et puis arriver à ce que les contrôles, en particulier les angles morts, puisqu'on a un faible gabarit, mais si une voiture nous frôle ou un piéton par exemple surgit, si on ne l'a pas capté entre guillemets, ça va être très compliqué. Donc voilà, automatiser ces contrôles, tout ce qui fait qu'on voit pas toute la route, avec le casque en particulier. Voilà. Bien voilà, nous avons découvert les bases de la circulation et de la conduite dans le vrai trafic avec cette première vidéo sur la circulation. Il va y en avoir une seconde. Et bien pourquoi? Parce que vous l'avez compris, il y a plein de détails. Il y a savoir s'insérer dans un rond-point, il y a être capable de faire de l'interfile, il y a encore plus savoir être parano sur toutes les occasions qui arrivent, un petit peu partout et notamment sur les voies rapides également, considérer les autres usagers, s'attendre à tous les défauts de non-respect du code de la route. Ça vaut bien une deuxième vidéo, bien plus approfondie. Donc on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour cette vidéo sur la circulation numéro 2. Je vous invite à cliquer en bas à droite si vous n'êtes pas encore abonné, à faire un petit like si vous avez aimé et à nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.